on a été capable de sortir les contaminants par pompage. En fait, c'est un réservoir hors sol qui avait coulé, puis on a pompé les contaminants avec la terre. On a sorti ça dans un centre de traitement. Exact. Ça a été une solution pour ne pas avoir à tout briser et tout recommencer. Ça, honnêtement, c'était vraiment un beau coup de circuit, selon moi, pour la cliente qui avait ce problème-là, finalement, qu'il fallait qu'elle décontamine. Ouais. Ça lui a sauvé beaucoup de coûts, là. Énormément de coûts. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de PMML TV. Aujourd'hui, on est avec Martin Bélanger de chez Gros Portam et je suis très content parce que ça fait longtemps que je voulais faire une capsule sur le sujet. On va parler d'études environnementales. L'étude environnementale, c'est un point important, surtout dans le multilogement. Ça revient presque toujours, en fait, tout ce qui est les immeubles 7 logements et plus. Ça va arriver certaines fois dans les 6 logements, mais bref. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. C'est super. Nouvel emménagement chez PMML. Alors, comme Samuel m'a présenté, Martin Bélanger du Gros Portam. Donc, je suis à l'emploi du Gros Portam depuis maintenant presque 8 ans. Donc, j'ai acquis un peu de bagage au niveau de l'ingénierie de l'environnement, des sols, géotechnique. On est, juste pour vous présenter un peu l'entreprise, là, on est une firme de génie conseil. On s'occupe principalement des études environnementales, phase 1, 2, 3 et 4. Principalement comme consultant. Maintenant, on a beaucoup de machinerie à l'interne pour exécuter les travaux nous-mêmes, mais on fait affaire avec beaucoup de professionnels. Et on fait également des études géotechniques quand c'est des projets plus de construction. On va moins en parler aujourd'hui parce que c'est peut-être moins un créneau qui vous touche. Donc, je vais faire un petit survol avec toi de ce pourquoi on effectue des études environnementales et quelle est l'importance de se prévaloir d'une telle étude. Exactement. Et puis, en fait, pour faire un petit... Pour faire un petit topo là-dessus, la plupart du temps, pourquoi qu'on fait une étude environnementale, mais qui le demande? Il faut comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, c'est les institutions financières qui le demandent pour le financement. C'est bien ça? C'est exactement. Il y a une certaine valeur à laquelle les institutions financières une certaine valeur d'immeuble à laquelle les institutions financières vont vouloir que les vendeurs ou les acheteurs, en fait, pour leur demande de financement, fassent une étude environnementale de site phase 1 en premier lieu, mais c'est aussi pour être garant de tout potentiel et problématiques environnementales qui pourraient entourer la propriété, soit par son usage actuel ou par son historique. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été chauffés à l'huile, par exemple, dans le multirésidentiel avant les années 50. Donc, les réservoirs d'huile qui peuvent être soit hors sol, en sol. Quand ils sont en sol, ça peut être problématique si le bâtiment n'est plus chauffé à l'huile et le réservoir a été laissé sur place, par exemple. C'est un des nombreux exemples. Ça peut être aussi une question de remblai sur le site qui a été laissé après la construction ou même pendant l'aménagement paysager ou pour un nivellement de terrain, par exemple, qui peut représenter un potentiel, un risque environnemental pour la propriété elle-même. Donc, les institutions financières, pour se porter garant d'un prêt, vont nous appeler ou bien vous référer à nous pour qu'on fasse une étude historique et ponctuelle sur le site pour évaluer toutes les problématiques potentielles. Okay. Puis, j'ai entendu quelque chose au début que tu as dit, tu parlais d'une valeur. Y a-t-il des valeurs financières que les banques, finalement, en bas d'un certain montant, ils ne regardent pas ça? C'est pas nécessairement qu'ils ne regardent pas ça, c'est à la discrétion de chaque institution financière, je dirais. Okay. Ça, c'est moins mon volet. Pour cautionner l'environnement, moi, je te dirais qu'il faut le faire d'emblée quand c'est une vieille propriété qui est à risque. Surtout des immeubles, exemple, de 1950 et moins, exemple, qui ont forcément été... Fort probablement chauffé à l'huile. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas parce que ça a été chauffé à l'huile que ça représente nécessairement un problème environnemental. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont disposé des réservoirs, etc., comment ça a été opéré. Donc ça peut l'être. Mais on fait aussi, dans nos recherches historiques, tout Je t'arrête tout de suite, 2 secondes. Vas-y. En fait, tu as parlé de recherche historique, puis c'est là où je vais en venir. Puis c'est pour ça que je voulais faire un peu l'entrevue, pour que justement les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des immeubles depuis longtemps, qui ne savent pas nécessairement tout ce processus-là. Beaucoup de gens qui se questionnent, c'est quoi, tu sais, nous, on est habitués, on est là-dedans tout le temps. Tu sais, moi, phase 1, phase 2, phase 3, décontamination, réhabilitation des sols, je sais c'est quoi, tu sais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ou les gens qui veulent acheter des immeubles, qu'est-ce que c'est une étude phase 1? Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Phase 1, phase 2, phase 3. Donc, si pour commencer, phase 1, c'est quoi?
Phase 1, on va faire un tour là, historique. C'est une étude de la documentation disponible sur la propriété, donc préexistant à la propriété ou par rapport au numéro de lot. Donc, on peut retrouver, par exemple, dans les rapports Opta, c'est des plans d'assurance incendie qui peuvent nous mentionner qu'il y a déjà eu un feu sur la propriété. Ça, c'est une problématique environnementale. Tout ce qui est réservoir d'huile, par exemple, c'est une autre problématique environnementale. Donc, on va faire une recherche historique sur le lot, mais aussi au terrain avoisinant, à savoir s'il y a d'autres propriétés ou d'autres types d'industries ou de commerce qui auraient pu amener un risque environnemental sur la propriété. OK. Puis dans ta phase 1, est-ce que si jamais eu une problématique sur un immeuble voisin, exemple, dans ton étude historique, est-ce que c'est répertorié, ça? C'est répertorié, en fait, si ça a été une loi 72, c'est-à-dire qu'il y a différentes lois qui régissent les études environnementales. La loi 72, une propriété devra, c'est plus au niveau commercial ou industriel, disons, là. Mais oui, effectivement, il y a un registre des terrains contaminés. Ça peut même être des terrains vacants qui sont contaminés, qui sont listés parce qu'ils devaient se soumettre aux lois 3151, 3152 de la loi sur la qualité de l'environnement. Et donc, là, il y a un registre, on peut le savoir. D'ailleurs, c'est disponible pour différentes villes. On peut le voir sur le registre de la Ville de Québec, sur le registre de la Ville de Montréal. Vous pouvez voir les terrains qui sont contaminés. Mais c'est pas parce qu'il y a un terrain contaminé et que les gens, si par exemple les gens n'ont pas fait tout le processus à travers la loi 72, il ne sera pas indiqué nulle part. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour pas inquiéter le monde non plus, c'est pas parce que ton voisin est contaminé que toi tu l'es nécessairement. Non, pas nécessairement. C'est ça. Exact. Good. Étude environnementale phase 2? Phase 2, en fait, ça va être, on va faire du carottage du sol. Donc, on prend des prélèvements de sol qu'on va amener dans un laboratoire pour les échantillonner, à savoir si le sol répond aux paramètres de la vocation de la propriété. Le paramètre le plus strict en environnement, c'est évidemment le paramètre agricole. Donc là, on ne peut pas avoir de sol baissé sur un terrain agricole, ça va être du A. Après, pour le résidentiel, on peut avoir du A, du AB. Du BC, ça va devenir contaminé pour du résidentiel. Par contre, du BC peut rester sur le site pour une propriété commerciale et industrielle lourde, ça va être du BC jusqu'à le reste, en fait, c'est différents critères, c'est différentes normes, c'est différents types d'échantillons, c'est différents types d'analyses, pardon, et non d'échantillons. Et donc, il y a certains paramètres qui peuvent rester sur le site, mais pour le multilogement ou une propriété résidentielle, ça va être du A et du AB qui peuvent rester sur le site. Donc, ce que je retiens de ça, c'est que l'étude environnementale phase 1, si jamais, dans le fond, vous apportez dans votre rapport, il émet un rapport d'ailleurs, des super de beaux rapports qui sont vraiment bien faits, c'est vrai, sont bien faits, sont clairs. Justement, on a le résultat, en fait, à la page, je ne me rappelle plus où, mais qui dit est-ce qu'on recommande ou on ne recommande pas une étude environnementale phase 2. Puis là, si ça recommande une phase 2, là, c'est là qu'on va aller faire ce que tu viens d'expliquer. Et puis aussi, ce que je comprends, c'est qu'il y a différents contaminants. En fait, les tolérances ne sont pas les mêmes pour résidentiel, commercial, tout dépendant, puis industriel, léger, lourd et tout ça. Puis l'agricole même, que tu viens de parler. C'est rare qu'on fait une étude environnementale sur un terrain agricole. Les passations sont plus rares, disons. Mais pour ce qui nous concerne, l'environnement est plus rigoureux, disons, dans une propriété résidentielle, même par rapport à du voisinage. Par exemple, peut-être qu'il n'y a aucune problématique qui va être perçue sur votre propriété, mais si par exemple vous avez une station-service dans un rayon d'à peu près 100 mètres, si la station-service se trouve en amont de votre propriété, alors là, ça peut éventuellement représenter une problématique, tout dépendamment, par exemple, de la direction des eaux pluviales ou des infrastructures souterraines ou encore des infrastructures publiques comme la rue. Je te mentionne ça parce que ce n'est pas une norme fixe. C'est une recommandation du guide là, CSA pour l'environnement, le 100 mètres de rayon, comme quoi c'est un drapeau rouge à aller valider. Maintenant, par exemple, si vous avez une propriété qui est à 60 mètres d'une station-service, mais qui a une double voie publique, c'est-à-dire un boulevard avec 2 voies de chaque côté, et puis la station de service se trouve en aval, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement recommander une phase 2. OK. Intéressant. Bien, justement, on a eu un exemple comme ça sur un immeuble qu'on avait en vente à Montréal-Nord.
que la station-service était en aval, puis là, bon, il fallait qu'on fasse une étude environnementale phase 2. Justement, la phase 2, il y a plusieurs... Mettons, combien de carottes tu vas faire sur une phase 2? Qu'est-ce qui détermine le nombre de carottes que tu pourrais faire sur un terrain, exemple? Ça va dépendre du type de risque qu'on a étudié dans la phase 1. Par exemple, on peut voir des questions de remblais contaminés parce qu'on a vu sur les recherches historiques qu'il y avait une ancienne propriété qui a été démolie auparavant, qui était sur le site et qui n'est plus là, ou ça soit juste une section du site. Puis avant les années, même jusqu'aux années 80-90, il n'y avait pas nécessairement une qualité de remblai qui était remis en place et il y avait beaucoup de matériaux de construction qui étaient enfouis. Donc, au fil du temps, ça devient un risque environnemental. On peut retrouver du fer, du plomb, n'importe quel type de matériaux dans le sol qui contamine les sols. Donc, ça représente un risque. Donc, on peut suggérer, par exemple, un forage pour ça. Après, on peut suggérer un forage pour une autre problématique qui soit le réservoir d'huile souterrain. Ou à la limite de la propriété pour le voisin parce que le voisin a été enregistré comme un site contaminé. Donc, ça va dépendre vraiment des résultats de l'étude qu'on a faite en phase 1. D'où le fait qu'il est important de toujours commencer par une étude historique du site parce que ce n'est pas simplement votre site qui est concerné, mais aussi les voisins qui peuvent vous avoir affecté au fil du temps. Donc, c'est important de bien prendre en compte tous les enjeux nécessaires, puis cibler ensuite avec la phase 2, le carottage de la phase 2. Et prendre les échantillons qui sont nécessaires à l'étude. Oui, c'est ça. J'ai vu aussi, corrige-moi si je me trompe, là, mais dans un dossier, je ne sais pas si c'était avec vous qu'on l'avait fait, mais il y avait, c'est un immeuble justement qu'on soupçonnait, que c'est en 1923, et puis on soupçonnait qu'il y avait peut-être eu un réservoir d'huile enfoui, puis on ne le savait pas vraiment. Et puis il y avait quelqu'un qui était venu sonder avec une machine l'extérieur de l'immeuble. Puis finalement, ils n'ont rien trouvé. Donc, l'étude phase 1 s'est arrêtée là parce que il n'y avait pas... Fait que ça, c'est le genre d'outil que vous avez, là, que vous pouvez... Exact. On a cette machine-là à l'interne. C'est un scan, en fait, une sonde sur roue qu'on promène dans le stationnement ou à l'extérieur du bâtiment pour valider si il y a bel et bien un réservoir d'huile. Ça permet de le voir là, à peu près jusqu'à 5-6 pieds. Donc, on peut le remarquer facilement. S'il a été enlevé, on va le voir parce qu'on ne pourra pas le détecter, puis on ne suggérera pas de forage en conséquence. Oui, c'est ça, exact. Donc, là, comme tu dis, la phase 1 s'arrête là à ce moment-là. Si c'était le seul enjeu, encore une fois. Oui, exactement, c'est ça. Puis, phase 2, bon, on en a parlé de carottes. C'est possible que la phase 2 se prolonge aussi. On pourrait arriver et dire, bon, on fait 2 carottes là, on a déterminé qu'il y a quand même des contaminants ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va trouver. Puis là, tu pourrais recommander de faire d'autres carottes pour être sûr. Exact. Mais plutôt, on parlait en fait là, du résultat d'échantillonnage. C'est qu'on va valider certains paramètres, les C10, C50, les HAP, etc. Dans chaque carotte, dans chaque carotte, dans chaque prélèvement qu'on va faire. Et pour les classifier en fonction de la propriété, il y a certains niveaux qu'on peut conserver, mais il y en a d'autres qui font en sorte que si le résultat s'avère trop contaminé, il faut faire des prélèvements supplémentaires pour valider la zone. On travaille un peu à l'aveugle, c'est dans le sol. Donc, la phase 3, ça permet de délimiter la zone. On peut toujours court-circuiter cette étape-là, puis vous donner un estimé grossier de la zone à décontaminer si vous avez un résultat qui présente des niveaux de contamination supérieurs à ce qui pourrait être sur la propriété. Mais en fait, c'est toujours mieux de le faire pour ne pas avoir de surprise de un, que ce soit pour la personne qui le fait, l'acheteur ou le vendeur, et bien cerner en fait le type de sol et le tonnage qu'on va sortir là, pour la décontamination. Puis vous arrivez avec un budget plus précis à la fin, là, pour, que ce soit pour une raison de négociation, quand c'est une acquisition. Ça peut être important de savoir, bon, ça va me coûter combien, moi, de décontaminer ça. Absolument. Donc, d'où l'importance de valider avec des chiffres plus précis là, en phase 3. Oui, c'est ça, savoir combien de tonnes métriques, exemple, qu'on a de contaminés, puis on sait exactement, on peut quantifier, parce qu'il y a un coût rattaché justement à sortir les sols. Après ça, il faut les disposer. Dans un centre de traitement autorisé, exact. Exactement, c'est ça. Donc c'est ça. Fait que la phase 2, on fait des carottes, on détermine si d'un, il y a des contaminants ou pas. Parce que ta phase 1 peut dire, on pense qu'il y en a. La phase 2, on fait des carottes. Finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça arrête là, à ce moment-là. Voilà.
comme on a vu, justement, c'est le dossier à Montréal-Nord sur Tardif, où que station-service en amont, on pense que, puis elle était à moins de 100 mètres, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, moins de 100 mètres en amont, là, tout fait comme, là, tout le monde a peur, bien entendu, parce que là, on se dit, on ne sait pas trop. Ça peut être, oui. Bien, ça fait peur, c'est sûr. Non, évidemment. Puis tu vois, il y a des cas où, justement, comme celui-là, où on a fait les carottes, puis il n'y avait rien. T'sais. Donc, tout est beau, ça s'arrête là. Le prêteur, il est content, il peut débourser le prêt, puis tout le monde est sécurisé. T'sais. Mais où je voulais en venir, c'est ça, c'est que là, si jamais il y a des contaminants, on peut faire d'autres carottes, déterminer combien de tonnes métriques, ou c'est ça. Et puis, c'est où qu'on dispose ça? Il y a différents centres de traitement. Là. Il y en a à Sainte-Sophie, il y en a à Cowansville, il y en a un peu partout au Québec là, qui reçoivent des sols contaminés. Ouais. Il y a aussi une autre solution qui est le traitement in situ. Par contre, ça va être simplement pour des contaminants organiques là, qui vont pouvoir se volatiliser. Là. Ça veut dire quoi pour monsieur, madame, tout le monde, ça? Ça veut dire que lorsqu'on va faire notre prélèvement, on va pouvoir voir certains critères, par exemple des métaux dans le sol, on ne pourra pas faire de traitement in situ. In situ, ça veut dire sur place. Ouais. On procède avec un forage, là, et puis c'est une espèce de procédé par réaction, là, solide, liquide, gazeux, mais ça va se passer sur place. À ce moment-là, on n'a pas besoin de sortir des sols, mais ça peut prendre plus de temps que simplement excaver, sortir les sols, les amener dans un centre de traitement. Oui, c'est ça. Mais quand tu as dit matière organique, tu parles de, exemple, hydrocarbures? Oui, entre autres, les hydrocarbures. On va parler de C10, C50, les BPC, les HP. Donc, différents types de contaminants qui pourraient se faire de cette procédure-là. Mais grosso modo, on y va souvent par excavation, transport vers un site de disposition, puis il faut toujours caractériser à la suite d'une décontamination les parois, le fond d'excavation également pour s'assurer que les quatre côtés du trou là, sont conformes. Et puis si par exemple vous avez une propriété qui est mitoyenne là, et la contamination va jusqu'au voisin, nous on est engagé par le client, donc on arrête l'excavation à ce niveau-là. On met une toile spéciale pour pouvoir contenir, pour pas que ça traverse de propriété, puis on s'assure que les normes sont respectées. Là, exact. Oui, ça, tu le vois beaucoup justement à Montréal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mitoyens. Là. Fait que tu dois quand même le faire fréquemment. OK, intéressant. Donc, il y a d'autres solutions que de juste excaver. Justement, pour des endroits restreints, exemple, là, quand on a de la difficulté, ou pas juste ça, j'imagine, pour des endroits où c'est contaminé sous le bâtiment, puis que là, il faudrait comme excaver en dessous du bâtiment. Oui, là, ça devient compliqué. Là. On a souvent vu des projets où il fallait pieuter le bâtiment, défaire la fondation, la casser la dalle de béton, la refaire par la suite. Donc là, les coûts explosent. Par contre, il y a d'autres types de solutions qu'on peut amener. On a fait un dossier avec vous à Joliette où non seulement il y avait de l'amiante dans le sous-sol, le sol, c'est un vieux bâtiment, je pense, du début du siècle environ. Il y avait encore des fondations en pierre. En pierre de moellon, exact. Donc, avec un sol en terre battue, pratiquement. Là. Donc, on a été capable de sortir les contaminants par pompage. En fait, c'est un réservoir hors sol qui avait coulé. Puis, on a pompé les contaminants avec la terre. On a sorti ça dans un centre de traitement. Exact. Ça a été une solution pour ne pas avoir à tout briser et tout recommencer. Là. Ça, honnêtement, c'était vraiment un beau coup de circuit, selon moi, pour la cliente qui avait ce problème-là, finalement, qu'il fallait qu'elle décontamine. Ça lui a sauvé beaucoup de coûts. Là. Énormément de coûts. Puis ça, c'est vraiment la beauté de travailler en équipe comme ça, puis travailler avec des professionnels dans le milieu. On a vraiment travaillé ensemble dans ce dossier-là pour trouver des solutions, pas nécessairement pour éviter pour éviter des coûts, c'est sûr, là, mais pour justement que ça se fasse, parce que c'était difficile d'accès, puis on a vraiment été créatifs, je m'en rappelle. Puis ça a fini en hydroexcavation, comme tu dis. Puis pour ceux qui ne savent pas, l'hydroexcavation, c'est des gros camions, des gros shop-vac, en fait, qu'on va injecter, on va prendre de l'eau sous pression, puis on va aspirer en même temps. Puis on est capable d'excaver comme ça, puis c'était vraiment comme un crawl space. Puis, c'est pas super haut, donc ça a été plus difficile de le faire à pelle, disons. Oui, c'est ça. On avait eu cette idée-là au début. On avait essayé de dire, bon, OK, on va aller creuser à pelle, mais à un moment donné, ça prend des gars. C'était vraiment pas évident. Mais ça a bien fini. Puis ça a eu les coûts, ils étaient diminués pour la cliente. Parce que des fois, il n'y a pas nécessairement de place. On vend l'immeuble à un prix. Oui, il y a une décontamination. Il ne faut pas oublier une chose. Une décontamination,
ça ne donne pas de la valeur à ton immeuble. Parce que l'immeuble, il a une valeur, puis là, il est contaminé, donc sa valeur, techniquement, est affectée. Ouais. Puis je trouve que des fois, à tort, il y a des gens qui peuvent dire, bien là, ça m'a coûté tant, j'ai décontaminé, mon immeuble, il vaut plus. Non, ton immeuble, il est revenu à la valeur dont il aurait dû valoir. T'sais. Fait que c'est ça. Donc, en résumé, travailler avec des professionnels, des gens qui connaissent ça. C'est pas les études environnementales, écoute, sont là, ils vont toujours être là. Bon, on le fait pour le 6 logements, comme je disais au début, mais c'est principalement pour du 7 logements et plus. Voilà. Donc, ça peut arriver pour des maisons aussi. On a vu des maisons à Montréal qui sont bâties au début du siècle. Encore une fois, ça va être l'enjeu du réservoir à l'huile classique ou du voisinage qui est contaminé, soit station-service ou nettoyage à sec, pardon. Donc, qui peut être une problématique, entre autres pour l'eau souterraine. Là. OK. Nettoyage à sec, tu parles des nettoyeurs, mettons? Oui. OK. Ouais. Ça peut être c'est une vérification qu'il faut faire là, quand il y a un nettoyeur. Oui, c'est ça, exact. D'ailleurs, tantôt, en fait, je te parlais du traitement in situ parce que il y a une subvention à la Ville de Montréal présentement, depuis l'an dernier, en fait, là, pour les sites qui sont contaminés. Si c'est des contaminants qui peuvent se faire d'une manière sur place, là, in situ qu'on appelle. Oui, donc l'injection. Oui, par injection, exactement. Vous pouvez être subventionné jusqu'à 90 de votre projet. Si c'est une question d'excavation et transport, le transport peut être subventionné jusqu'à 15 et peut-être jusqu'à 50 de votre décontamination, tout dépendamment de votre créneau, là, ce que vous avez comme contaminant. C'est des choses qui prennent du temps, mais c'est le genre de démarche là, que je suis capable de faire avec vos clients. Là. Chez Hortam, je les accompagne un peu là-dedans. Et puis, les demandes sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de cap à ça. Il n'y a pas de limite là, auprès de la Ville. Donc, vous pouvez faire une demande. Par contre, si c'est une transaction qui doit se faire en 30 jours, sachez que ce ne sera pas possible. Non, exact. C'est sûr que quand on commence à parler, tu sais, quand on a une phase 2, puis là, on est rendu en phase 3, puis en réhabilitation, tu sais, ça prend du temps. Là. Ouais. C'est pas ça retarde, c'est 100% du temps, ça retarde la transaction d'une couple de semaines, tout dépendant de c'est quoi le dossier. Mais c'est super intéressant, qu'est-ce que tu dis. Puis justement, parce que il y a des coûts, puis à un moment donné, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'éviter le plus possible des coûts à ces gens-là. Parce que souvent, ces gens-là ont fait des acquisitions des propriétés, puis le contaminant, il était là avant. Ouais. Donc, ils veulent revendre la propriété, puis là, bien, il faut l'enlever le contaminant. T'sais. On ne peut pas aller rechercher l'ancien propriétaire. Non, exactement. Il y a comme des limites à ça. Non, absolument, il y a des limites à ça. Est-ce que tu sais si... Bon, là, tu me parles de Montréal. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres villes au Québec qui font ces subventions-là? Ça va être particulier, par exemple, par ville. Je sais, par exemple, qu'il y a à Trois-Rivières, il y a certaines subventions de la ville, mais c'est pour un ensemble de travaux sur la propriété. Donc, ça ne va pas simplement concerner la décontamination. Ça peut faire partie du lot, mais ça ne sera pas spécifiquement pour ça. Ville de Québec, j'ai déjà vu qu'il y avait des programmes dans certains quartiers. Estimoville, entre autres, je ne sais pas si c'était réservé à quel type de clientèle, par exemple, si c'était pour une question d'un promoteur ou d'un particulier qui souhaite faire une acquisition de propriété. Ça va être à vérifier. Là. OK. Ah, intéressant. Fait que, encore là, ça revient à faire affaire avec les bonnes personnes, de prendre son temps. Trouver des solutions. Être en mode solution, absolument. Je veux dire, c'est pas la fin du monde quand on a une problématique comme ça. Il faut juste rester en mode solution. Merci beaucoup. C'est très enrichissant. Honnêtement, j'espère que les gens en comprennent un petit peu plus sur le processus d'études environnementales. Si vous avez des questions, Groupe Hortam sont vraiment... Oui, appelez Martin. Justement, avoir avant de vous lancer dans le processus, vous pouvez m'appeler aussi. Puis, ça me semble très bon avec ça. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup et soyez là pour un prochain épisode avec un autre sujet tout aussi intéressant.